Ce qu'on va regarder ensemble, là, ça va être... donc on a abordé un certain nombre de choses, le starter kit, le réseau, l'introduction à LiveObject. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est si vous décidiez d'utiliser la techno LoRa et que vous faites l'acquisition d'un starter kit, c'est qu'est-ce que vous installez, comment ça marche, les petits trucs, les trucs sur lesquels je me suis en gros pris la tête dans les quelques projets que j'ai menés et que je voudrais partager avec vous pour que vous évitiez de perdre du temps et que vous vous posiez plein de questions, puisque à partir du moment où on se les est posées d'abord, c'est plutôt sympa de les partager ensemble. Parce qu'on vous en parle depuis le début de LiveObject, mais autant que vous montre ça en live. Donc l'URL d'accès, vous la voyez en haut, mais vous finirez par l'apprendre par cœur. Donc liveobjects.orange-business.com. Et quand vous aurez vos identifiants, vous allez voir la première manière dont on arrive. Quand on a un compte LiveObject, vous voyez ici qu'il y a déjà une première production de tableau de bord sur laquelle vous allez retrouver vos différents équipements suivant les technologies. Donc là, j'ai beaucoup d'équipements LoRa et puis quelques équipements en MQTT. Et des indications déjà sur un petit peu le fait de savoir combien j'ai d'équipements qui communiquent, les nombres de messages, et un certain nombre de petites informations qui permettent de voir rapidement comment se comporte votre parc. Donc ça, c'est la partie LiveObject, et on va plus précisément s'occuper de celui-là. Voilà. Donc, quand vous avez provisionné un objet LoRa dans LiveObject, vous allez avoir une page de statut. Vous allez, c'est des notions que certains d'entre vous connaissent, mais j'en parle un petit peu aussi. Quand vous voulez provisionner un objet LoRa dans un réseau LoRa, quel qu'il soit, vous avez deux solutions, soit le mode qu'on appelle OTA, soit le mode ABP. Pour des raisons de sécurité, on privilégie le mode OTA chez Orange. Si vraiment, dans une phase initiale, le mode OTA vous pose problème et vous voulez provisionner en ABP, c'est possible, mais c'est une exception. Pour provisionner un objet LoRa, vous avez besoin de son DVI, de son Application Session Key et de sa Network Session Key. Le DVI, lui, c'est l'identifiant unique de l'objet. La Network Session Key, l'Application Session Key, c'est à vous de les choisir. D'accord ? Mais à partir du moment où vous les avez choisis, vous les mettez dans l'objet, vous les mettez dans LiveObject, vous allumez votre objet, il fait son join, et il commence à transmettre des données. Je ne sais pas, Charlie, j'étais pas là juste au début de ta présentation. Tu as parlé des fonctions un petit peu avancées, comme le décodeur, par exemple, rapidement. Non, je n'ai pas mentionné. Ok. Parce que vous allez le... Enfin, c'est un aspect, effectivement, qu'on n'a pas évoqué. Normalement, un objet LoRa, en fait, il fait plutôt ça. C'est-à-dire qu'il envoie une payload en hexa, on la décrypte, elle est encryptée pendant le transport, on la décrypte quand elle arrive sur LiveObject, et ce que l'on sert normalement, c'est juste la payload en hexa. Mais vous voyez bien que si vous voulez appliquer du traitement de données sur cette payload, il faut qu'on la rende intelligible, qu'on sache un peu ce qu'elle a dans le ventre. Ça peut être très bien un choix de votre part de dire non, 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 la donnée, c'est moi qui vais la traiter, envoyez-moi la payload brute telle qu'elle, on fait. Si vous voulez qu'on commence à pré-traiter la donnée sur LiveObject, on peut le faire. À ce moment-là, vous avez la possibilité de, Charlie détaillera ça cet après-midi, soit d'utiliser des décodeurs qui existent déjà, soit d'écrire vos propres décodeurs avec un certain nombre de technos dans lesquels on rentrera dans le détail. Et vous avez ici, au moment du provisioning, la capacité de dire sur cet objet-là,
je veux appliquer ce décodeur de manière à ce que chaque payload qui arrive soit passé au filtre du décodeur et exprime ce que la donnée a à dire. Donc, ici, j'ai pris le fameux starter kit dont je vous parlais tout à l'heure. Ce starter kit, il a un capteur de température intégré sur la carte, et il a, à côté du petit module LoRa qui est en bas à droite, un bouton qui est programmable par l'utilisateur. Le code que j'ai mis dedans, on va le regarder, c'est je veux que toutes les 15 secondes, on m'envoie la température et le nombre de fois que l'utilisateur a appuyé sur le bouton. C'est basique, mais... Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? La première partie, ça a été d'installer l'environnement de développement Arduino sur mon poste. Donc ça, c'est plutôt, j'allais dire, assez facile et assez classique. Si j'ouvre les bons... Voilà. J'ai créé un projet et on va regarder un petit peu ça dans le détail. Par contre, il y a une petite phase supplémentaire qui est que, en fait, par défaut, l'environnement Arduino ne connaît pas cette carte-là. Donc, il y a un fichier de description de la carte qui doit être indiqué avec l'URL que vous avez là, qui est un JSON de description de la carte et qui va créer des cartes supplémentaires dans l'IDE que vous pourrez utiliser. Si vous ne faites pas ça en premier, ça ne marchera pas. Ce qui fait que, effectivement, ici, en plus de toutes les cartes qui existent nativement, on retrouve effectivement la Sodac Explorer, qui est le nom de cette carte. Afin de vous faciliter aussi la prise en main et l'utilisation, on a développé une librairie qu'on a mis en place sur un Git dont on vous communiquera. Enfin, tout ça est indiqué avec le kit quand vous l'achetez, qui vous simplifie complètement l'utilisation de la partie LoRa pour à la fois la phase initiale de connexion au réseau, l'encodage des données, si vous voulez l'utiliser, et l'envoi des données, la gestion du spreading factor et de tous les paramètres, le minimum vital pour que ça fonctionne. C'est une librairie Arduino, vous la mettez en include au départ et vous gagnez du temps dans le développement de vos projets. Si vous connaissez un petit peu ça, je pense que c'est moins d'1 heure pour que vous ayez un objet qui soit à la fois provisionné, codé, téléversement du code et réception des données sur LiveObject. Donc ça peut aller très très vite. Donc, alors, ici, en fait, c'est là où vous allez saisir l'API et l'APP-Key que vous avez choisi et que vous avez provisionné dans LiveObject. Il faut bien faire attention, c'est là en général que les copier-coller malencontreux ou les mauvaises recopies viennent commencer à nous enquiquiner. C'est que si vous faites une erreur de saisie à cet endroit-là, le kit va utiliser des clés pour communiquer avec le réseau qui ne sont pas celles que le réseau connaît. Donc vous vous dites, je ne comprends pas, j'ai bien tout mis comme il faut, et en fait les données ne remontent pas, parce que le kit ne fait jamais de join, et le réseau lui interdit de communiquer. C'est là que le premier écueil se situe. Ce que vous voyez ici, c'est que je ne mentionne pas, pour cette carte, le DevEui, puisque dans la librairie qui est mise à votre disposition, en fait, on a un appel automatique à c'est pas une variable, c'est quelque chose qui est écrit en dur dans le module. En fait, on demande au module son DevEui pour le transmettre sans erreur. D'accord ? Ce qu'on a mis dans les exemples de la librairie, c'est un petit bout de code qui vous permet de récupérer ce DevEui sans erreur aussi, et de le recopier au moment du provisioning du kit dans LiveObject. Mais au moment du code, on vous évite de vous tromper, au moins sur le DevEui, ça ira plus vite.
Ensuite, c'est assez classique. On va dire qu'on va utiliser le capteur de température, on va utiliser le bouton. Vous avez des LED qui sont programmables sur la carte, donc on va s'en servir un petit peu aussi. On commence ici à utiliser des parties de la librairie qui est que il y a une partie d'encodage des données qui est à votre disposition. Donc au départ, on nettoie tout ça, on le vide pour que ça se passe de manière propre. On va faire la phase initiale d'accroche au réseau qui est le join. Vous voyez ici le data rate. Le data rate dans la librairie, c'est le petit nom du spreading factor dont je vous ai parlé. Vous avez la possibilité d'utiliser le data rate que vous voulez au moment du join. Je vous dis qu'il faut plutôt commencer par du 12, mais si ça vous intéresse de faire autre chose, c'est complètement modulaire et configurable. Et en fait, vous faites un appel au join en fournissant l'API et l'APP-key. Et si tout se passe bien, vous avez une réponse positive du réseau. Et ensuite, on a une petite fonction de récupération de la température. Et qu'est-ce qu'on a après? Il y a la partie bouton. Voilà, quand on rentre dans la loupe du code, on va compter en permanence le nombre d'appuis sur le bouton. Et on va à la fin, si je m'y retrouve, voilà, c'est la partie ici d'envoi de message, où en fait on a construit une trame en encodant la température sur un float, en encodant le nombre d'appuis sur le bouton dans un int, et tout ça, ça fait la payload. Et ensuite, de manière assez simple, on fait un send message de 7 frames dont on a calculé la taille et dont on indique le port. Et c'est parti. D'accord? Donc, on va... Hop. Vous connaissez tout Jérôme Bonaldi? On va voir si il est parmi nous aujourd'hui. Donc, on voit que le dernier message de cet objet a été transmis le 12 septembre à 16h30. Déjà, la LED s'allume, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. La phase d'accroche au réseau en LoRa peut prendre une bonne dizaine de secondes. D'accord? Et à partir du moment où vous avez fait cette accroche, vous avez deux moyens en termes de gestion de l'énergie. Si vous éteignez purement et simplement le kit ou votre module après avoir envoyé vos données, la prochaine fois que vous le rallumerez, vous redevez faire un join. Ça peut vous reprendre 10 secondes. Heureusement, il y a un certain nombre de petites astuces qui ont été développées par les fabricants de modules. Alors, pas tous, je ne connais pas dans le détail, mais le module de microchip qu'on utilise sur le starter kit vous permet de le mettre dans un état de sommeil très profond qui consomme de l'ordre du microampère. Mais alors, il y a un peu de conso, mais l'avantage, c'est que quand vous le réveillez de cet état, il est instantanément prêt à transmettre. Donc vous avez ce temps d'accroche au réseau au départ, mais vous avez la possibilité d'être plus rapide par la suite. Alors, ça évidemment dépend de la fréquence à laquelle vous allez transmettre. Si vous transmettez une fois par jour, vous pouvez vous demander si c'est intéressant ou pas de se mettre dans cet état de veille. C'est votre stratégie de conso qui va décider ça. Alors, le temps de transmission d'un message, on considère que c'est de l'ordre de la seconde. D'accord? C'est ce dont je parlais ce matin. Ça dépend évidemment de la taille de votre payload et ça dépend du spreading factor avec lequel vous communiquez. Pour fixer un peu les idées, en spreading factor 12, un message d'une trentaine d'octets
c'est de l'ordre de la seconde. D'accord? En spreading factor 7, le plus efficace, le plus rapide, ça va être de l'ordre de 2 dixièmes de seconde. C'est-à-dire que ça joue pas uniquement sur la puissance, mais aussi sur le degré de réalisation. Oui. Donc le spreading factor, c'est vraiment... Alors, dans la librairie, vous avez bien évidemment la possibilité d'aller interroger le module sur le spreading factor que le réseau lui a donné. Quand vous faites votre join, vous lui dites soit on fait de l'ADR, et à ce moment-là vous récupérez ce que le réseau vous envoie, soit vous fixez votre spreading factor, vous avez accès à toutes ces données. Dans les modules, il y en a qui sont dits OpenStack, c'est-à-dire que vous avez accès à la stack LoRa pour la modifier si vous voulez. Alors, réservé aux experts et à ceux qui n'ont pas peur de mettre les mains dedans. Ce n'est pas le cas du module microchip qui est sur le starter kit. On est plutôt dans une stack qui est fermée, vous n'avez pas accès en modif. En revanche, on expose au travers de la librairie qui a été développée pour le module tous les paramètres, mais tout, la totale. On a voulu vous donner une vue complète des échanges, des paramètres qui sont échangés avec le réseau, et vous avez la possibilité d'en faire varier quelques-uns, à manipuler avec précaution, mais on considère que si vous voulez savoir ce que la techno a dans le ventre et ce qu'elle est vraiment capable de faire, il fallait qu'on vous donne les outils pour le faire. D'accord? Mais c'est une manière, on va dire, contrôlée de vous donner accès au maximum d'infos. Quand vous dites que le spreading factor est descendu par le réseau, Oui. c'est-à-dire que l'objet est accroché à une seule base station? Non, la techno LoRa ne fonctionne pas. Il n'y a pas ce principe d'attach. En fait, l'objet parle et il est entendu par une ou plusieurs antennes. D'accord? Et toutes ces antennes vont acheminer le message vers le cœur de réseau. Et là, en fonction de quelques paramètres, dont le RSSI et le SNR, le rapport signal-bruit, le message, il est arrivé au cœur. Il est arrivé par plusieurs antennes, mais ça, on s'en fout. Le cœur dit « Ok, j'ai bien vu que c'est le même message, je dédoublonne et je garde le message. » En revanche, il y a quelque chose qui va être fabriqué par le cœur à ce moment-là, c'est de déterminer quelle est la meilleure antenne par laquelle on devrait passer si on faisait un message descendant. Parce qu'on ne va pas s'amuser à envoyer le message par plusieurs antennes. Donc, à la montée, plusieurs antennes possibles, ce dont on va se servir pour faire la localisation, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit ce matin, et sélection de la meilleure antenne pour la descente. La meilleure antenne pour le réseau, c'est pas forcément celle qui est la plus près, mais c'est celle qui a le meilleur bilan de liaison. Et surtout, si vous vous souvenez de la notion de duty cycle, c'est que quand vous faites un message descendant, l'objet qui émet, c'est l'antenne. Et elle aussi, elle a un duty cycle, alors qui est un petit peu plus élevé que les objets, mais il se peut que dans des réseaux très chargés avec beaucoup de trafic, une antenne ait épuisé son duty cycle. Donc elle va dire au réseau, moi je suis out pour un certain temps, le réseau prend ça en compte et va faire un autre chemin. C'est en ça que la topologie de déploiement du réseau, le nombre d'antennes, la densité, le positionnement, c'est ma petite phrase, j'aime bien, je la répète, déployer, opérer et maintenir un réseau, c'est un métier. D'accord. Donc pendant que je parle, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Une page blanche. Hop. Et magie de la technologie, en fait, on a des messages qui sont arrivés donc le 13 septembre et on a un certain nombre d'informations qui fait à peu près 25-26 degrés dans la salle. J'ai jamais appuyé sur le bouton. Le décodeur que j'ai appliqué, ça a bien fonctionné. Et vous commencez à avoir, au moins sur LoRa, un certain nombre d'indicateurs qui
qui vous sont fournis par le réseau et qui sont des choses plutôt intéressantes. Le premier, c'est le Function Up, c'est un compteur qui est implémenté par le module à chaque fois que vous l'allumez. À chaque fois que vous l'éteignez, ce compteur est remis à 0. À chaque fois que vous l'allumez et que vous envoyez des messages, ce compteur s'incrémente de 1 en 1. D'accord? Donc, on vous le livre à chaque fois dans les métadonnées qui accompagnent une payload. C'est un indicateur pour vous. Si vous savez et que vous regardez ce function up, que vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 12, c'est que vous avez perdu des messages. D'accord? Donc, c'est une première information sur la qualité avec laquelle vous recevez vos données et sur lequel vous pouvez prendre des décisions, déclencher des actions. Si ce taux de perte de message est trop important, c'est qu'il y a un problème quelque part. Oui ? Ça, vous l'insérez dans la payload dans le flux de données que l'on livre au travers de l'interface MQTT par exemple, en fait on vous livre la payload et plein d'autres petites infos avec, et on livre le function up dedans. On a aussi la capacité en LoRa. Oui. Ces infos sont dans les 30K, dans les 30 octets, pardon. Ce sont des métadonnées qui sont... Non, elles ne sont pas dans les 30 octets. D'accord ? Enfin, non, elles ne sont pas dans les 30 octets, elles sont dans les métadonnées qui sont mis dans le header de LoRa, donc ça n'influe pas sur la taille de votre payload à vous. Elles sont transmises, il y a un certain nombre de choses qui sont mises avant dans la payload. Donc le function up, il est bien dans la payload, le port aussi. En revanche, dès qu'on commence à parler de RSSI, de SNR, de spreading factor et de nombre de gateways, ça ce sont des informations qui sont construites et qui viennent enrichir ce qu'on vous livre par le réseau. D'accord ? Si des messages ont été perdus, qui sont identifiés à Ouais. le temps, on a parlé d'une seconde pour transmettre ce qu'on a fait. Oui. Lorsque le modem se met en mode, est-ce que j'ai un message en fait en retour? Est-ce que ça reste dans la même entité ou est-ce qu'on est obligé d'augmenter le temps dans lequel le modem reste allumé? Consomme pour. Alors, Il faut attendre que le réseau lui redescende en étant allumé plus longtemps. C'est-à-dire que le modem soit il est mal. Oui. Et il oublie la petite presque tout de suite. Oui. Soit en fait je laisse le modem allumé, le temps que le réseau ait le temps de réagir et de me redescendre quelque chose. Donc là, on touche à des typologies de messages qui existent dans le réseau LoRa. Tous les messages et tout ce dont je vous parle depuis le début utilisent des messages non confirmés. D'accord ? Ça veut dire que vous émettez le message et tel que vous attendez les 2 secondes et vous vous endormez et le réseau dira j'ai vu le 2, le 3, le 4 et puis après j'ai vu le 8. Ok. La technologie LoRa permet l'utilisation de messages dits confirmés, où là, vous émettez, et dans les 2 secondes, vous attendez une réponse du réseau qui vous dit « Oui, j'ai bien reçu votre message ». D'accord ? L'utilisation des messages confirmés ne fait pas partie de l'offre commerciale de base chez Orange. Elle peut faire l'objet de discussions. Mais la voie descendante, pas juste la différence entre confirmer tous les messages Ouais. et le fait une fois par jour ou 2 fois par jour, lui demander est-ce que tu as des paramètres à me redescendre. Ah, ça, c'est pas à vous de le gérer, c'est une voie descendante technique. Ce ne sont pas des messages descendants au sens applicatif, c'est un canal de communication technique. C'est par exemple, le réseau vous dit utilise plutôt tel spreading factor ou communique avec moi mais plutôt sur telle ou telle fréquence. Ça, c'est géré de manière à part et sans que vous ayez besoin de vous en occuper. Et ça, c'est uniquement parce que je suis désolé. Oui. Pour bien comprendre, est-ce que c'est dans les 10 secondes du join? C'est dans les 2 secondes de réception. Dans les 2 secondes, d'accord. Dans les 2 secondes de réception, vous pouvez recevoir ou des messages applicatifs ou des messages techniques. Mais c'est bien que dans ces 2 secondes-là. D'accord ? Ça arrive à passer dans les 2 secondes. Oui. À passer
Non, alors en fait, il y a un mécanisme qui permet de gérer ça de manière automatique qui s'appelle le pending message, c'est-à-dire que l'objet communique avec le réseau. Et le réseau lui dit, j'ai 2 messages à t'envoyer. Il lui envoie le premier, et dans le premier, il met, mais il y en a un autre. Et du coup, la fenêtre de réception s'adapte pour recevoir le deuxième. Et comme ça, on est sûr que l'ensemble des messages en attente sont pris en compte, que ce soit des messages applicatifs pour vous ou des messages techniques comme des listes de fréquences, des spreading factors et tout un tas d'autres choses. La partie descendante est prise en charge dans la photodame ou elle est supplémentaire? Elle est supplémentaire, selon l'adage qui est vieux comme le monde, que tout ce qui est rare est cher. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on en a parlé, le duty cycle d'une gateway qui va acheminer des messages descendants est une ressource qui n'est pas illimitée. D'accord? Donc, il faut y faire attention. Et la manière dont on en parle ensemble, c'est de dire qu'elle a un prix. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'on vous invite vraiment à regarder si vous avez besoin du downlink, ce qu'on appelle le downlink, les messages descendants. Dans énormément de projets, en fait, les gens peuvent s'en passer, mais on est tellement habitué à avoir cette bidirectionnalité permanente et disponible tout le temps qu'on se dit, ben non, mais je ne peux pas m'en passer. Alors que, en fait, si. D'accord ? Et si vraiment vous ne pouvez pas et que vous avez besoin soit de ce message descendant, soit des messages confirmés, ça fait partie de discussions spécifiques sur la construction d'une offre pour vous dans un besoin spécifique. Mais ça ne fait pas partie de l'offre de base. Je pense notamment pour des centres des commandes. Oui, c'est adapté à ça, mais ça a un prix. Donc vous allez voir un critère non plus technique, mais économique qui va venir dans l'équation, et que peut-être que de ce point de vue économique, LoRa est peut-être pas la bonne techno, mais pas forcément sur un plan technique. D'accord? J'ai une petite remarque Oui. sur le nombre de gateways. Oui. Je me demandais comment vous expliquez en fait que depuis qu'on envoie des messages là, ce matin, on est passé le nombre de gateways en fait est passé De 10. de 2 à 5 on va dire. Ouais. Entre 2 et 5 en fait, Sans que l'objet ait réellement bougé, ben, parce que c'est de la radio, et que je suis dans un bâtiment HQE, et que ça c'est du blindage radio, parce qu'il y a des fils métalliques à l'intérieur, et que on a vu, et que les conditions météo aussi influent là-dessus, et que je suis peut-être dans des niveaux de réception, ici vous voyez, j'en ai 5, mais à moins 102 dBm, donc il y a des moments où j'en ai qui m'entendent plus. Donc, j'ai pas d'autre explication que les conditions de réception. On sait qu'ici, dans ce genre de bâtiment de type HQE, c'est des conditions radio compliquées et extrêmement variables. Oui. De base, il y a vraiment 0 downlink d'inclus dans un forfait. Oui. Non, 0. 0. Enfin, non. Enfin. Vous pouvez utiliser du downlink, il est payant à l'acte. Ah, d'accord. Donc vous pouvez, c'est pas quelque chose qui ne figure pas dans l'offre, c'est vous pouvez l'utiliser, mais il sera facturé. Voilà. Mais il n'y a pas de package d'un nombre de downlink, puisque on s'est rendu compte dans la construction de la structure tarifaire que il y a des gens qui l'utilisent, il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Et donc forcément, si on met un package de downlink, il y a des gens qui vont dire oh, mais moi j'en ai pas besoin, donc pourquoi je le paierais? Ça nous a paru une première approche de dire si vous le voulez, vous pouvez, mais il est facturé. J'adore les questions. Je vous écoute. J'ai noté que sur certains capteurs, plusieurs modèles de capteurs, parvenaient à faire des uplink, quand c'était bien entendu par les antennes. Oui. Alors, ce qui peut expliquer ça, c'est le paramétrage des fenêtres qu'on appelle RX1 et RX2, qui sont les fenêtres d'écoute. Et il y a eu au départ
de la spécification LoRa, des choses qui disaient sur RX1, il n'y a pas de question, ce sont les mêmes paramètres que l'uplink. D'accord? Mais il y a des downlinks qui ne passent pas en RX1, et c'est pour ça qu'il y a une deuxième fenêtre qui s'appelle RX2 qui a été mise en place. Sauf que RX2 peut être paramétré en spreading factor 9 ou en spreading factor 12. Et qu'en gros, il faut regarder dans l'objet ou demander à son fabricant qu'est-ce qui a été implémenté pour RX2, sachant que nous, on fait du RX2 en SF12. Puisque l'objet du RX2, c'est de maximiser la chance que le message de downlink soit entendu, donc autant utiliser les conditions qui autorisent le maximum de propagation. Ce qui se passe si l'objet est configuré en RX2 SF9, c'est qu'en fait, il peut être trop loin du réseau pour recevoir le message. C'est une des raisons. Oui. Mais avec quel spreading factor? Parce que vous l'avez sorti, il a fait son join, il était probablement en ADR, donc il a récupéré un spreading factor, vous le remettez à la cave et ça passe. Ça voudrait dire que par défaut, le spreading factor utilisé par le capteur conversion point n'est pas assez fort. Peut-être. Et qu'après, il est programmé en SF12. Ouais. Donc c'est vraiment dans la manière dont le capteur a été, est-ce qu'il fait de l'ADR, est-ce qu'il est en spreading factor fixe et quel est son paramètre RX2. Et avec ça, vous commencez déjà à lever pas mal de questions, mais c'est tellement classique que... Par défaut, il devrait être en SF12 pour avoir une conversion de connecter Non. Et non. Et ensuite être programmé en SF adapté. Eh ben, ça c'est la logique. C'est tellement logique que c'est la première chose qui vous vient à l'idée. Mais la réalité, et en particulier, on n'a pas bien compris pourquoi, on a fait plusieurs fois la remarque à Semtech, il y a des gens qui utilisent la stack de Semtech pour faire leur première implémentation d'objets. D'accord? La stratégie de join de Semtech, je voudrais bien savoir qui l'a mise en place. En fait, ils essayent tous les spreading factors depuis le 7 jusqu'au 12, mais ils commencent par le 7. Et avec enfin, c'est comme si le gars avait bu une bouteille de whisky avant d'inventer ça, c'est n'importe quoi. Donc en fait, vous avez, s'il y a une mauvaise implémentation de stack et de stratégie de join, en fait, votre objet essaye peut-être de faire un join dans un spreading factor où parfois ça passe pas, mais comme ce paramètre de début est celui qui va être utilisé pour RX1, ça devient du n'importe quoi, c'est-à-dire que vous essayez de parler et d'écouter en vous mettant les mains sur les oreilles. Alors, ce qu'on recommande, c'est que le join soit fait en spreading factor 12, hein, c'est très très clair, que la configuration de RX2 soit du spreading factor 12, et qu'ensuite, une fois que vous avez ça sur le... Parce que ça vous assure une chose, ça vous assure que le join est fait et que vous allez recevoir effectivement les commandes de type bande de fréquence ou adaptation du spreading factor. Et après, sur ce que l'on a dit de l'utilisation du spreading factor, vous allez pouvoir décider de dire soit je reste en ADR parce que ça marche bien, soit j'optimise en utilisant un spreading factor déterminé pour... Voilà. Partant de cette recommandation, en fait, Oui. ça veut dire qu'il est recommandé de faire le join à l'emplacement de capteur à Ah oui, ah oui. Sinon, vous rentrez dans le cas que je décris d'un capteur qui bouge. Et vous allez avoir une condition de réseau là où vous faites le join, et pas la même condition de réseau. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il nous arrive l'inverse. Tout est possible. Il n'y a pas de règle. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez de temps en temps un petit sanity check. C'est-à-dire que vous avez fait le join à un moment,
dans ce que je disais à votre voisin, les conditions de réseau évoluent. D'accord ? Et il y a dans la stack LoRa une commande qui s'appelle le link check, que vous pouvez utiliser de temps en temps. Le link check consiste à dire au réseau: est-ce qu'on est toujours bien dans les conditions dont tu m'as parlé? Et moi j'appelle ça un sanity check. De temps en temps, faites un petit et on s'entend toujours bien, c'est bon? Ouais, ok, on continue. Alors il ne faut pas en abuser. Si jamais vous dites que c'est moi qui vous l'ai dit, je nierai avoir dit ça. Le link check est une commande technique. Je ne peux pas répondre à cette remarque. Mais il faut utiliser LoRa et ses capacités pour ce pourquoi elle est faite. Il y a cette possibilité, et je pense que c'est intéressant de l'utiliser. Il ne faut pas en abuser. Voilà. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que la contrepartie du fait que vous soyez dans un réseau opéré, c'est qu'on sait exactement ce que vous faites. Bon. Donc on pourra en discuter ensemble si jamais ça déborde un peu le cadre de ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais au début, on est plutôt là pour vous aider. Mais le link check est au moins dans votre phase de développement et de mise au point, quelque chose qui peut vous permettre de voir et de comprendre des phénomènes et de vous y adapter. C'est un bon outil. Voilà. Pour un objet qui est produit industriellement ou une application pour le tester en usine avant que les objets partent chez les clients, Ouais. on va devoir, ça c'est plus les problèmes de jouer sur LiveObject pour visualing, Oui. etc. Ça, on va après. Techniquement, on va se connecter, c'est-à-dire que l'objet, il faut que sur site, on puisse lui reforcer un join. Il faut que dans la phase d'installation et de mise en œuvre d'un objet, il faut que, en gros c'est le bouton reset, hein, mais il faut que vous ayez un bouton reset ou une pile avec une languette, mais que l'objet soit mis en service sur site, c'est une recommandation. C'est pas à la volée, tous les jours, le réseau réadapte. Ah non, 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 non. Non, non. Le join, on le fait une fois. Oui. Ah non, j'ai pas dit oui. Mais ce sont ces aspects-là qui sont issus de notre expérience et qui me paraît important de partager avec vous aujourd'hui, mais c'est concret, c'est opérationnel, et ça répond à des questions ou à des situations où vous avez vu des choses et vous dites, mais Le ratio énergétique de 7, par exemple, on va juste d'avoir en tête vous consommez 4 à 5 fois plus. Donc du 12 pour faire le join, c'est bien. Du 12 pour continuer à communiquer. Je ne citerai personne, mais il y a d'autres réseaux LoRa en France où vous êtes pratiquement obligé de faire du 12. Et qu'en termes de consommation énergétique, ça coûte. Ah, le ratio, il est méchant. Hein. Oui, oui. Non. Non, non. Alors pourquoi est-ce qu'on vous force à faire du 12? Pour que vous soyez entendu par un maximum d'antennes et que la promesse de localisation par le réseau soit à peu près rendue. Mais donc on n'a rien sans rien. Si vous avez une bonne info de localisation, bah vous la payez en consommation énergétique. Oui. Oui, oui, oui. C'est que, ouais. Jusque-là, c'est ce qui finit par mettre tout le monde d'accord. Oui. Donc, vous voyez, c'est la philosophie, en fait, ce que je voulais vous montrer dans cette mise en œuvre, c'est que à chaque fois qu'il y aura une techno, il y aura un kit qui viendra avec quelque chose d'économiquement intéressant, simple et rapide à mettre en œuvre.
Et on pense même, moi je suis sûr que ce kit LoRa, il a la capacité à faire, dans un premier déploiement, une dizaine d'objets, une cinquantaine d'objets. La qualité de fabrication de cet objet-là est industrielle. Donc c'est une bonne réponse, on pense. Après, c'est vous qui me direz si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Mais les systèmes dans lesquels on avait des starter kits qui sont avec des écrans LCD, 50 capteurs, dont en fait vous en avez besoin d'un, et qui coûtent 300 €, ouais, c'était avant. Oui. Oui, oui, oui. En fait, sur la partie LoRa ou sur les autres, en fait, tout ça est croissant. C'est-à-dire que les premières offres, vous pouvez mettre un ou deux objets. Ensuite, vous avez des offres Est-ce que c'est ça? Non. Oui. Oui. On ne l'a pas vu comme ça, on a fait... Oui, je comprends. Vous êtes déjà dans la phase de déploiement. Ouais. Ok, alors... cette discussion doit avoir lieu avec Gilles Gage, parce que c'est une discussion un peu de facturation. Vous avez la capacité dans LiveObject et sur les objets LoRa à les provisionner, mais à les suspendre. C'est-à-dire que il faut trouver... ce que vous me dites, c'est en fait, vous provisionnez un objet, vous allez le faire communiquer une ou deux fois pour vérifier qu'il marche. Mais il ne va pas être tout de suite chez le client. Et vous dites, en attendant qu'il soit chez le client, est-ce que vous voulez bien avoir la gentillesse de ne pas me facturer? C'est la discussion. Il faut avoir cette discussion, c'est possible. D'accord. Il y a des souplesses là-dessus, sans trop de problème. De même que dans les paliers tarifaires, il y a des souplesses aussi qui sont possibles. Oui. Oui, oui, tout. On a tout. En fait, sur les côtés droite et gauche, c'est un petit peu loin, vous avez les headers Arduino classiques qui sont disponibles et dont la quasi-totalité des pins sont disponibles. Ce qui nous permet, moi je trouve ça, quand je vous parlais d'hybrider les technos, ce que j'ai ici, c'est un kit qu'on a fait pour le module Heracles, donc le module 2G, d'accord, sur lequel on a mis les mêmes headers que le starter kit LoRa, et en fait, vous l'utilisez comme un shield de celui-là. Vous plantez le 2G sur le LoRa, vous avez le processeur qui est là pour la partie applicative, et qui se retrouve avec la capacité à gérer deux radios, une LoRa et une 2G. Et vous avez la capacité à... Et ça peut se faire avec des capteurs. Là, je le fais avec une techno de transmission. Mais oui, tout est dispo. C'est l'idée. Batterie externe, panneau solaire, capteur de température. J'ai un projet sur lequel je travaille en aquaculture, où on fait rentrer des sondes de pH, d'oxygène dissous, de température, et on a la place. De plus, après, si vous voulez mettre 12 capteurs analogiques dessus, je vais avoir du mal, mais il y a un bus I2C, et
permettre déjà, en utilisant ça, de mettre quelques capteurs avant d'arriver au bout. Donc, mais si vous arrivez aux limites, on peut en discuter. Mais il y a toujours une solution. Je reviens sur la question des downlinks tout à l'heure. Oui. La facturation. Si j'ai des uplinks qui sont activés, vous facturez le downlink d'activement ou pas? Ça fait partie de l'offre de messages confirmés. C'est pas vraiment un downlink à chaque fois, c'est une offre globale. Et là, on va commencer à vous demander combien de messages par jour vous allez faire en uplink confirmé. Voilà. Pour bien fixer à tout le monde, dans l'offre de base, un downlink, c'est 5 centimes. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Je vous laisse répondre. Est-ce que sur tout ce que l'on a vu ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peu près clair pour vous? La dernière fois que vous m'avez rien dit, ça voulait dire non, mais cette fois, ça veut dire oui. Il faut que je m'y fasse. Et ben, donc ça va être l'heure de discuter ensemble, d'aller se restaurer un petit peu, de faire une pause. Donc on est un tout petit peu en avance, mais c'est pas plus mal. Je crois qu'on reprend à 13h. Et dans la salle où il y avait le café ce matin, vous avez un buffet qui vous attend. Voilà. Merci à tous pour votre attention ce matin.